allons donc normalement enchaîner avec le deuxième panel, mais avant cela, je voudrais qu'on accueille aussi la représentante d'un des segments importants de la société que sont les artistes. Les artistes aussi qui prennent part à la lutte contre les violences faites aux femmes avec des modes d'expression variés. Celle que je vous demande d'accueillir à présent a choisi les mots pour se joindre à ce combat. Donc, elle a choisi les mots pour mener le combat, des mots forts qui nous font voir avec plus d'acuité le niveau de violence que vivent certaines femmes dans notre société. C'est une artiste pluridisciplinaire. Elle est rappeuse, slameuse, animatrice TV. Elle est aussi entrepreneur culturelle. Elle est également réalisatrice de documentaires, notamment des documentaires sur l'environnement. Et le plus beau métier du monde aussi, elle est maman. Elle était là hier avec nous, jusque tard, avec son fils, pour nous aider à coordonner tout cela. Et cette année, elle a eu l'immense plaisir d'organiser le premier festival du hip-hop au féminin. Elle-même est une pionnière du rap féminin en Afrique. Elle est dans ce domaine depuis plus de 20 ans. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Fatim. lu tax duma rafetee kenn duma bëgg jël lu tax ma war a ñuy ñaaw gàtt patt wàgg jaalo la jël lu tax maa njëkk tëdd di mujjee tëdd di ma sant liggéey ba fekk ma may nelaw nga lii ma amatoo waxtu tëdd lu tax du kenn man la bu kër gi setee sama man la tey li gën a salte ci kër gi man la du kenn man la ba leen suuree man la te ba leen di lekk ber ma tuuti ceeb ak tuuti xoom ngeen cër ma du kenn man la lu neex si kër gi man la te bu feeñee xel yëpp dajaloo ne man la du kenn man la fóot togg bale paase benn waru cee tardé raxas ndab sang xale yi rax si dolli kër gi maa koy garde du kenn man la bu kër gi wéetee xale yu góor yi tàmbale maa raay yàqataan bay siitu bu ma dem tukkee monsieur tas sama sër bu ma ëmbee ñu dàqee ma baatu bul tas sama kër xay as tuut gi ngeen may jox weer bu dee warula tax ngeen bëgg maa rey seen yoon ci samay naqar ak samay mbëbët doo leen xaar samay rangoñ sëbët. Non. Cette violence faite aux femmes. À vous. Elles triment les sillons, elles endurent, elles paient de leur corps, il le faut, c'est une question de survie, paient de leur personne éventuellement. Et on ne peut pas reprocher aux fils de la maison de déborder de vitalité, ni aux patrons d'être sensibles à leur délicieuse et profondante jeunesse. Parce qu'elles peuvent être désirables, ces petites, à portée de main offerte. Ils n'auront qu'à s'y servir, elles n'oseront rien dire. Lorsqu'elles sont enceintes, scandale, on les vire, ces traînées qui introduisent le péché dans la maison. Elle ne leur restera qu'à fuir. Loin, là où personne ne les connaisse, à la recherche d'une avorteuse, d'un marabout véreux. Elles avaleront du détergent, de l'essence. Des fois même, elles se mutileront. Bu kenn man la. Toute violence faite aux femmes. Toute violence faite aux femmes. Nous disons non, 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 tout le monde. Non, 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 nous disons non, 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 nous disons non, 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 nous disons. Non, on va excusez-moi, comme Oumi l'a dit, je m'appelle Fatim, je suis artiste rappeuse slameuse. Et le texte que je viens de vous présenter, j'ai dit à Oumi que je n'ai pas donné de titre, que je vous laisse apprécier, que vous-même vous donnez à ce texte-là un titre. Je suis très contente d'être là avec vous pour un combat qui nous incombe tous. Et je pense que cette plaidoirie sera entendue là où vous voulez que ça aille. Maintenant, on va faire ensemble dafa doy
dafa doy par rapport à toutes ces formes de violence faites aux femmes qui signifie stop. Donc on va 1, 2, 3. Dafa doy. Dafa doy. Dafa doy. Dégguma leen. Dafa doy. Encore Dafa une doy. fois. Dafa doy. Dégguma leen. Dafa doy. Encore une fois. Dafa doy. Dafa doy. Merci Dafa beaucoup. doy. Dégguma leen. Dafa doy. Dafa doy. Dafa doy. Dafa doy. Dafa doy. Dégguma leen. Merci beaucoup Fatim et Alter, et je les appelle les alter ego un peu pour marquer aussi ce combat pour l'égalité de genre. Fatim et Alter que nous allons encore applaudir. En attendant, j'aimerais saluer la présence de certaines personnalités qui nous accompagnent aujourd'hui. Monsieur Georges Gonzalez, député de l'UNICEF, accompagné de Madame Soukaina Ndao Diallo, Madame Lara Steinhaus de l'ambassade du Canada, le Canada qui, je le rappelle, est avec nous dans ce projet depuis le début et continue aussi de marquer son engagement avec cette présence. Merci beaucoup. Madame Koumbali Diao de la FAO, Madame Malaika du PNUD, Madame Mousli Diakhaté, honorable députée Mousli Diakhaté. Un immense plaisir, celle qui a contribué à casser tous les stéréotypes sur les femmes qui n'ont pas été à l'école et qui ont su prendre leur place à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Et puis, Madame Aminata Diallo, on se souvient, il y a 30 ans, c'est elle qui avait porté la voix des enfants du Sénégal à l'Assemblée générale des Nations Unies pour la signature justement de cette fameuse convention sur les droits de l'enfant. Elle aussi, honorable députée. Merci beaucoup, Madame Diallo, d'être avec nous. Monsieur le représentant de Plan International, Madame la représentante de ONU Femmes, les Badianou Gor, les marraines de quartier, l'ONG Tostan, les jeunes constituant différents réseaux, le RENPES, ensuite le Conseil national de la jeunesse, les coordonnateurs des maisons de justice et puis Imam Moussé Fall. Merci d'être avec nous. Et nous enchaînons avec le second panel qui a pour thématique le pouvoir des filles renforcé pour changer les normes sociales en faveur de l'équité et de l'égalité de genre. Alors, nous avons 40 minutes pour discuter de tout cela et nous avons malheureusement un peu débordé lors de la première session. Et pour celle-ci, nous aurons 3 panélistes qui, chacun à ce niveau, est un acteur dans cette initiative. Il s'agit de Madame Koura Diouf, coordonnatrice nationale du projet Promotion des jeunes. Monsieur Babacar Si, coordinateur du Centre Conseil Ado de Kolda, et de Mademoiselle Awayassi, père éducatrice. Nous les retrouvons dans 1 minute exactement. En attendant, comme une image vaut 1000 mots, je vous propose de suivre une petite vidéo pour vous donner un petit aperçu de ce dont nous allons parler, le New Deal. Aider les jeunes filles du Sénégal à devenir actrices de leur destin et libérer leur potentiel, c'est le pacte communautaire New Deal, créé entre jeunes et parents pour lutter contre les grossesses précoces, les mariages d'enfants, les violences basées sur le genre, les VBG, faire la promotion de l'information et l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive de qualité. Il repose sur 3 piliers. Numéro 1, l'engagement des parents à ne pas marier leurs filles avant 18 ans. Numéro 2, l'engagement des filles à ne pas tomber enceintes durant leurs études. Numéro 3, le leadership des filles dans cette démarche d'autonomisation. 11 040 jeunes leaders engagés et 368 clubs de jeunes filles formés à ce jour. Ces résultats remarquables ont fait la notoriété du New Deal et dicté l'engagement de l'État du Sénégal pour sa territorialisation avec le passage à l'échelle. Découvrez tous les enjeux du New Deal. Bravo. Donc, comme je vous le disais, nous allons passer à la première panéliste, Madame Koura Diouf, qui coordonne le projet de promotion des jeunes. Elle est titulaire d'un master en sociologie des organisations et des entreprises. Madame Koura Diouf est également la coordonnatrice, comme je vous le disais, du PPJ. Elle est attachée au cabinet du ministère de la Jeunesse et elle a
a sous son autorité le personnel de la direction et celui des structures déconcentrées, en l'occurrence le CCA, et beaucoup d'autres structures et beaucoup de bureaux, et aussi les bureaux conseils adolescents qui mettent en œuvre le projet New Deal. Alors, Madame Diouf, j'aimerais commencer par une question sur la genèse de cette initiative qu'est le New Deal et qui fait partie aussi dans des engagements de l'État du Sénégal lors du sommet de Nairobi en 2019. Alors, comment tout cela est né? Merci beaucoup, Oumi. Bonjour à tous. Madame la représentante présidente de l'UNFPA, Madame Cécile Compaoré-Zungrana, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Madame la directrice de la famille, Monsieur le représentant directeur de la DSME, chers participants en vos rangs, grades et titres, chers jeunes venus massivement assister à cette activité ô combien importante pour nous, chers participants que nous suivez à travers les différentes plateformes. C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous joignons à vous aujourd'hui pour parler de cette stratégie à haut impact sur le devenir des jeunes filles qu'est le New Deal. Pour répondre aux questions de Madame Oumi, le projet Promotion des jeunes est une structure du ministère de la Jeunesse qui a été créée par arrêté du 4 janvier 1991. À ce jour, nous capitalisons 25 ans d'expérience dans la promotion des jeunes et des adolescents. Et nous avons pour mission la promotion de la santé, de la reproduction des adolescentes et des jeunes, y compris la lutte contre le VIH-Sida, par une sensibilisation sur les grossesses précoces, les mariages d'enfants, les mutilations génitales, la malnutrition, la drogue, les IST en milieu extrascolaire. Nous avons sous notre tutelle un réseau de 16 centres conseils pour adolescents. Nous avons des bureaux conseils, nous avons également des espaces jeunes qui sont sous notre tutelle et au sein duquel nous avons des équipes pluridisciplinaires au service des adolescentes et des jeunes pour les encadrer sur tout ce qui concerne la prévention, la sensibilisation et la résolution de situations liées à leur vie sexuelle, à leur santé de la reproduction. Nous organisons également des activités d'animation à la base. Nous faisons de l'accompagnement, de l'offre de services, sans oublier la prise en charge psychosociale des adolescentes et des jeunes qui fréquentent nos CCA. Il faut également noter qu'en raison de la transversalité de notre cible, OUMI, nous travaillons avec beaucoup de ministères sectoriels. Le ministère de la Femme, le ministère de la Justice, avec les boutiques de droit, le ministère de la Santé, et c'est en partie ce qui fonde les bonnes performances du projet Promotion des jeunes. Pour en venir avec la genèse du New Deal, nous partons de constats. Au Sénégal, nous avons 16% d'ados jeunes entre 15 et 19 qui sont déjà mères de famille, un taux qui a atteint les 30% dans les régions de Kolda et de Tamba. On verra pourquoi les premiers clubs de jeunes filles sont nés à Tamba et à Kolda. On a également ces régions qui enregistrent des taux élevés de filles de moins de 14 ans qui sont victimes de mutilations génitales, avec respectivement 40% à Tamba et 35% à Kolda, contre une moyenne nationale inférieure de 14%. Et c'est sur la base de tous ces constats qu'il fallait trouver une réponse adéquate pour permettre à ces jeunes filles-là non seulement d'éviter ces pratiques néfastes, mais également de lutter contre la déperdition scolaire. Et c'est sous la houlette du coordonnateur du CCA de Tamba qu'a naquit le premier club de jeunes filles en 2014. L'objectif était de lutter contre les grossesses précoces chez les ados jeunes dont le taux fut très élevé en ce temps. Et en 2015, c'est le CCA de Kolda qui, s'inspirant de cette initiative, le renforce en mettant les parents, tout comme les jeunes filles, au-delà de leurs responsabilités, à travers un pacte communautaire qu'on appelle le New Deal et qui repose sur 3 piliers. L'engagement des jeunes filles à ne pas tomber enceinte jusqu'à la majorité. On a les parents qui prennent l'engagement de ne pas donner en mariage les filles, mais on a également un volet extrêmement important et qui est le renforcement du leadership féminin et de l'estime de soi de ces jeunes filles. Aujourd'hui, avec les très beaux résultats que nous avons engagés à travers la phase pilote qui a permis à l'État du Sénégal de présenter cette initiative lors de la dernière conférence sur la population et le développement à Nairobi, nous avons engagé le passage à l'échelle, qui figure un des 4 engagements de l'État du Sénégal. C'est dans cette perspective
et que sur instruction de Madame le ministre de la Jeunesse, Madame Néné Fatoumata Tall, nous avons engagé l'approche territoriale du New Deal. Qu'est-ce qu'on cherche à travers cette approche? C'est d'aller vers les régions, les départements, les communes, organiser des CDD, des CLD et des CRD pour partager avec les autorités, les partenaires qui opèrent dans ces régions, les collectivités territoriales, pour partager avec eux sur le programme du passage à l'échelle, susciter l'appropriation de ce programme très important, mais également susciter leur appui pour permettre à nos CCA de pouvoir relever le défi par rapport au passage à l'échelle. Nous avons commencé l'approche territoriale du New Deal. Nous sommes à plus de 7 régions qui ont déjà organisé les CRD et des engagements forts ont été pris dans ce sens. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, Oumi, avec l'appui du bureau pays de l'UNFPA, nous sommes à 368 clubs installés avec plus de 138 000 adolescentes jeunes enrôlées pour lutter contre les grossesses précoces, les mariages d'enfants ou toute autre forme de pratique néfaste. Ainsi, nous pouvons affirmer que jusque-là, le pacte a été respecté. Parce que sur les 368 clubs de jeunes filles installés avec le nombre de jeunes filles enrôlées, aucun cas de grossesse n'a été détecté dans ces clubs. Aujourd'hui, ces jeunes filles-là, beaucoup d'entre elles ont fini leur cycle secondaire et sont dans les universités. Monsieur le coordonnateur du CCA de Kolda reviendra de fond à large dans les résultats. On peut dire que le pacte qui avait été signé entre les parents et les jeunes filles a été grandement respecté par les deux parties. Voilà les réponses que je voudrais apporter à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Diouf. Merci justement de terminer sur cette note positive pour nous montrer tout le bien que font ces clubs sur le terrain. Et nous allons justement rester sur ces résultats de manière concrète sur le terrain avec la mise en œuvre du New Deal, les activités et les résultats phares. Et nous allons passer la parole à Monsieur Boubacar Sy qui nous arrive de Kolda. Il est le coordonnateur du centre conseil adolescent de la zone et Monsieur Sy est l'initiateur de l'approche du New Deal avec les clubs de jeunes filles pour renforcer notamment le leadership et libérer leur potentiel. Son combat est de redorer la dignité des filles face aux stéréotypes et normes sociales. Les filles l'appellent affectueusement Padre. Alors, El Padre, le Père, nous vous donnons la parole et je commencerai par cette question. Aujourd'hui que les clubs de jeunes filles sont des espaces sûrs pour libérer le potentiel des filles, quels sont les résultats phares de cette initiative du New Deal de manière générale, mais surtout de manière plus ciblée dans la zone où vous opérez? Merci beaucoup, Oumi. Mes salutations aussi à la représentante présidente, à la directrice de la famille et à ma directrice nationale. Mais aussi salutations à Imam Moussa, avec qui nous avons fait la SPD à Nairobi, à l'ensemble des participants, des jeunes qui sont là. Simplement, je vais revenir sur une petite question, ce qui a poussé à ce qu'on puisse avoir ces résultats. Parce que c'est des inquiétudes. Quand vous avez une fille de 10 ans qui tombe en état de grossesse et qui vient vous voir, ça ne vous inquiète pas. Quand une maman vous amène une fille de 12 ans pour vous dire, mettez cette fille-là en situation de planification familiale, ça ne vous inquiète pas. Quand beaucoup de filles sortent de l'école, parce que simplement, les parents n'ont pas les moyens de les appuyer dans leur éducation, ou bien parce que simplement ces filles sont des filles vulnérables, ça ne vous inquiète pas. C'est ce qui a poussé les filles à dire, mais attends, est-ce qu'on ne peut pas prendre en charge nos propres problèmes? Parce que ces problèmes-là étaient pris en charge par des adultes qui avaient des problèmes eux aussi. Ces problèmes-là étaient pris en charge par une communauté qui était en déphasage avec les réalités culturelles, avec les réalités sociales et avec les réalités économiques. Et c'est ce qui a amené la naissance de ces clubs de jeunes filles et ce qui a amené la naissance de ce New Deal. Parce qu'au début, ce qu'on faisait, c'est amener les gens à faire de la sensibilisation. Mais est-ce que ces problèmes-là étaient pris en compte par ceux qui vivaient ces propres problèmes? Et c'est comme ça que ces filles-là se sont regroupées pour dire, prenons en charge nos problèmes, essayons de régler nos problèmes, renforçons la communication avec nos parents. Et ça fait que parmi les membres du club de jeunes filles, parce qu'il fallait partir par l'exemplarité, il fallait partir par renouer la confiance entre les parents et les jeunes filles, il fallait partir par amener les parents à se dire, il y a d'autres choses qu'on peut faire avec ces filles que de les donner en mariage. C'est ce qui a fait que les premiers clubs de jeunes filles
il n'y a eu pas de cas de grossesse. On a continué avec les 368. Je veux bien éclaircir, c'est les membres de clubs de jeunes filles qui signent le pacte, qui aujourd'hui jusqu'à présent ne sont pas tombés en cas de grossesse. Maintenant, dans la communauté, il y a d'autres grossesses. Mais ce qui est important, c'est de faire ressortir ce levier-là, que ces filles-là peuvent prendre en charge leurs propres problèmes et peuvent montrer un exemple au niveau de la communauté. L'autre chose, c'est comment on doit amener la communauté à adhérer à cette activité. C'est d'insérer des Badjanogor. Chaque membre, chaque club de jeunes filles est coordonné et appuyé par une Badjanogor, qui est aujourd'hui une personne responsable au niveau de la communauté. C'est amener la communauté à accepter le fait de pouvoir communiquer avec leurs enfants, à accepter que leurs enfants aussi ont des devoirs et on doit les écouter. Ça, c'était de un. C'est l'acceptation communautaire. Si un projet est accepté communautairement, les résultats viennent tout de suite. Et c'est en ce moment qu'on a pu aller au niveau de l'employabilité. Parce qu'on a pu au moins amener des groupes à communiquer avec elles, c'est les filles, amener les parents à participer aux activités des filles, c'est les rencontres parents-adolescents. 2 minutes, merci beaucoup. Et amener aussi d'autres filles à intégrer des cercles qui leur permettent d'apprendre un métier. Parce qu'on avait un problème. Il y a des filles qui veulent continuer, on les renforce. Il y a d'autres filles qui ont arrêté d'étudier, il faut trouver une alternative. Ce sont ces filles-là qui sont amenées dans les centres de formation pour apprendre un métier. Parce que vendre du Untu à Nemataba Mandeng, vous pensez que ce n'est pas important. C'est pas important pour une fille qui n'a jamais eu les moyens d'acheter un t-shirt pour lui. C'est important pour une fille qui n'a jamais eu les moyens de pouvoir dire ça, je l'ai fait pour moi-même sans que je puisse tendre la main. Et c'est les caisses avec. Aujourd'hui, on a un club qui avait dans sa caisse plus de 400 et quelques mille francs, uniquement par des cotisations. Et cet argent a permis à ces filles-là d'aller s'inscrire, de leur permettre de s'inscrire à l'école, mais aussi d'inscrire leurs petits frères sans la participation des parents. Et maintenant, la confiance renouée a permis à beaucoup de jeunes filles aujourd'hui d'être formées. 1172 filles ont été formées sur les questions d'AGR, la fabrication de savon, la fabrication de céréales locales. Et ça permet, aujourd'hui, on a des unités de production, des mini-unités de production à Kolda, aussi dans le Sénégal. Parce que ce qu'on recherche, c'est que les filles qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école, de pouvoir au moins montrer leur dignité et leur point potentiel. Donc, les résultats, il y a beaucoup d'autres résultats qu'on peut dire. Maintenant, les métiers qui étaient réservés aux hommes, à Kolda, il était impensable, il n'était pas pensable, autant pour moi, d'amener une fille à faire de la mécanique. Aujourd'hui, on a des filles qui font de la mécanique et la pionnière, aujourd'hui, travaille à Dakar et les salariés, elle a son salaire. Il était aussi difficile de permettre aux jeunes filles de rester à Kolda, d'étudier à Kolda et d'avoir un travail à Kolda. Celle qui est là n'a jamais sorti de Kolda. Aujourd'hui, elle travaille, elle a son salaire. Elle travaille au niveau des bibliothèques sans frontières et d'autres filles. Au niveau des collectivités locales, on a pu, à travers les collectivités locales, permettre à des filles d'avoir un métier et de continuer leurs études. Donc, c'est ce que je voulais simplement dire par rapport aux autres questions. Il y a autant de résultats qu'on peut faire, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a pu déplacer le niveau de confiance vers les parents pour que ces parents-là permettent à leurs filles de continuer leurs études, mais d'arrêter. Parce que la participation dans le ménage, c'est le dividende démographique, a permis aux parents, avant de donner même un mariage de leurs enfants, demandent l'autorisation et l'accompagnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci vraiment pour ce très beau témoignage qui nous montre justement avec l'approche communautaire, on peut soulever des montagnes. Et justement, pour continuer sur cette lancée, nous allons vous proposer une autre vidéo qui va nous présenter les résultats du New Deal à Kolda. UNFPA, à travers son plan stratégique 2018-2021, vise l'atteinte de 3 résultats transformateurs que sont 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en planification familiale, 0 violence basée sur le genre. Les clubs de jeunes filles concourent à l'atteinte de ces 3 résultats à travers l'initiative New Deal. Le New Deal, c'est un contrat social entre les parents et les filles. Les filles jurent de ne pas tomber en état de grossesse jusqu'au mariage et les parents aussi leur promettent de ne pas leur donner en mariage s'ils respectent cette promesse-là. Maintenant, en ce faisant, les parents appuient les filles dans leur éducation et nous, en tant que centre, on les amène dans les centres de formation professionnelle pour apprendre un métier ou bien les amener à faire l'autonomisation, les aider à apprendre un métier qui leur permette
de régler leurs problèmes, de ne plus tendre la main, mais aussi de gagner la confiance de leurs parents. Donc c'est ça la stratégie des clubs de jeunes filles. Le club de jeunes filles est une association de jeunes filles leaders âgées de 12 à 24 ans qu'on a mis en place juste pour lutter contre les mariages d'enfants, les grossesses précoces, les mutilations génitales féminines et aussi la malnutrition des enfants. L'UNFPA soutient fortement les questions de santé reproductive à travers le ministère de la Jeunesse et sa section technique, les centres d'orientation des adolescents et des jeunes qui mettent en œuvre cette politique de santé reproductive au niveau des 14 départements du Sénégal. Par les jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes, les activités du New Deal sont axées sur l'accès à l'information et l'utilisation des services de santé de la reproduction adaptés aux adolescents et aux jeunes, à la lutte contre les VBG, y compris les pratiques néfastes, la promotion de la scolarisation et du maintien des filles à l'école. Aujourd'hui, après avoir bénéficié des formations, après avoir eu des informations sur la santé de la reproduction, voilà, nous descendons sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, on peut certes sensibiliser les parents à travers les réseaux sociaux, à travers les radios ou bien à travers la télévision, mais nous avons jugé nécessaire d'aller descendre sur le terrain et voilà, entamer une communication entre nous et nos parents, passer nos informations de bouche à oreille. Et ceci nous a permis aujourd'hui d'évoluer dans l'installation des clubs de jeunes filles. Pour élargir, nous nous impliquons dans les activités communautaires, intégrer les activités politiques pour nous imposer, mais surtout, nous devons aller et imposer nos idées. L'initiative innovante des clubs de filles leur permet d'être de véritables actrices de changement social et de réaliser leur potentiel. Personnellement, je me suis engagée à lutter contre ces fléaux qui gangrènent notre société et à aller jusqu'au bout pour diminuer le taux de grossesse, le taux de mariage d'enfants, le taux d'excision, dire même 0% d'excision à Kolda, dire même au Sénégal. Moi, Sali Sadio, je suis la preuve vivante des conséquences néfastes de l'excision. Avant mon opération de la jambe, mes amis riaient de mon handicap. Dès que je sortais de chez moi pour aller à l'école, les gens me pointaient du doigt. Ils disaient que je n'avais rien à faire à l'école. Ils m'avaient même surnommé Kancholi. Je suis excisée. Mon excision est la cause de mon handicap. À cause de l'excision, certaines peuvent avoir des complications lors d'un accouchement. D'autres perdent leur bébé ou ne pourront jamais être maman. Je supplie nos mamans d'abandonner l'excision. Aujourd'hui, cette approche offre un espace sûr de lutte contre la vulnérabilité des jeunes filles, notamment les plus défavorisées, grâce à la formation qualifiante dans les centres de formation professionnelle et aux initiatives d'autonomisation, telles les activités génératrices de revenus. On a eu à faire une transformation du savon. On a partagé notre club en 4 groupes pour pouvoir faire des transformations du savon. Si le premier groupe prend 10 000, ils vont faire des savons. Et après, au retour, ils vont donner ça aux mamans. Le deuxième dimanche, ils vont amener l'argent. Les 10 000 prix, c'est le bénéfice. Le bénéfice, on va mettre ça dans la caisse. Après, les autres 10 000, on donne ça au deuxième groupe. Fort de ces résultats, le Sénégal s'est engagé à faire passer à l'échelle cette initiative majeure. 368 clubs de jeunes filles créés, 11 040 signataires du pacte, 0 grossesse parmi les membres des clubs, 138 149 adolescents et jeunes sensibilisés sur la prévention et la prise en charge des VBG en 2021, 1172 jeunes formés aux activités génératrices de revenus et 205 filles enrôlées dans les centres de formation professionnelle. Pour ces résultats à Kolda et justement après avoir donné la parole au PPJ, donc qui nous a donné un très
bel aperçu de l'engagement de l'État dans ce projet. Après avoir fait un tour au centre de conseil ado avec Monsieur Si, nous allons à présent donner la parole à une des bénéficiaires de ce projet, le New Deal. Elle va nous en dire un peu plus. Elle s'appelle Hawa Diassi. C'est une père éducatrice. Elle a intégré le centre de conseil ado de Kolda en 2017. Elle est devenue vice-présidente des 94 clubs de jeunes filles de Kolda et grâce aux formations reçues pour développer son leadership, elle a intégré le milieu professionnel. Aujourd'hui, comme le disait M. Si, elle travaille. Elle a été recrutée avec Bibliothèque sans frontières et elle travaille au niveau des universités virtuelles du Sénégal à partir de Kolda et s'active dans le social, notamment dans la lutte contre les mutilations génitales féminines avec le mouvement 9905. Je pense qu'elle mérite des applaudissements. Hawa, bienvenue. Alors, moi, je vais commencer par cette question. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as rejoint le club des jeunes filles de Kolda? Et justement, de manière concrète, qu'est-ce que ce projet a changé dans ta vie? Bonjour, messieurs et madame. Moi, je réponds au nom de Hawa Diassi. Je suis membre du club de jeunes filles leaders de Kolda. En même temps, je suis père éducatrice au niveau du centre conseil adolescent de Kolda. Je suis la présidente du mouvement 9905 à Kolda et je suis animatrice au niveau de la bibliothèque sans frontières à l'UVS de Kolda, l'université virtuelle de Kolda. Alors, c'est un plaisir de venir participer à cette activité, mais surtout de faire un témoignage par rapport aux résultats obtenus des CCA, des clubs de jeunes filles. Alors, j'ai adhéré au club de jeunes filles en 2017, mais j'avoue, avant de commencer, ou bien avant de dire ce que j'ai reçu comme avantage, j'avoue qu'au début, c'était difficile et c'est compliqué parce que mon adhésion n'a pas plu à mes parents au début, parce qu'ils pensaient que c'était une affaire de filles, de jeunes filles, de sabar, mais au fur et à mesure que je partais au CCA et que les choses ont commencé à changer, ils ont cru en moi et ils ont compris que ce n'était pas de la plaisanterie au CCA. Alors, j'ai adhéré au CCA à cause des mutilations génitales féminines, parce que je suis victime. Et en 2010, je me rappelle bien que ma petite sœur a été victime aussi de cette pratique et elle a subi l'hémorragie. Alors, depuis lors, j'étais dans des recherches pour savoir est-ce que cette pratique est une obligation dans l'islam ou dans nos religions, mais je n'ai pas eu de réponse jusqu'en 2017, quand je faisais la terminale, que j'ai rencontré une amie qui était membre du club de jeunes filles, qui m'a montré le CCA, qui m'a amené au CCA pour me dire que le CCA fait partie des acteurs, des structures qui luttent contre cette pratique. Alors, c'est là que j'ai adhéré le CCA en 2017. Et au début, comme je l'ai dit, que c'était difficile, parce que je rappelle tout le temps à Tonton Babacar que j'ai fait un an au centre de 2017 à 2018 que je n'ai pas entré dans son bureau. Ce qui veut dire que j'étais considérée comme une inconnue dans le centre parce qu'on sait tous que si tu es étranger, voilà, parfois on ne te considère pas trop, ou bien ceux-là ou bien celles-là qui sont devant, tu n'es pas considéré parce qu'il y a une guerre de positionnement. Donc, mais au fur et à mesure que je partais, moi, je me focalisais parce que j'avais un objectif, c'est pouvoir avoir un leadership qui va me permettre, en tant que fille, de participer à la lutte contre cette pratique. Alors, depuis que j'ai commencé à vraiment mener des activités, beaucoup de choses ont changé en moi parce qu'au début, j'étais une fille très dispersée. Voilà, je passais tout mon temps à critiquer les gens dans les quartiers, mais surtout sur les réseaux sociaux, particulièrement surtout les politiciens. Donc, quand j'ai commencé, à bénéficier des formations au CCA sur la communication, sur la santé de la reproduction, le leadership, le développement personnel, donc par là, j'ai commencé à avoir un esprit ouvert et j'ai eu
j'ai commencé à avoir aussi une nouvelle vision du monde. Donc, je me suis dit, en tant que fille, je ne dois pas continuer dans la vie à critiquer les gens. Il faut que je fasse des choses qui vont me permettre d'être critiquée, mais aussi de participer aux activités communautaires. Alors, au-delà des formations que j'ai bénéficiées au CCA, ces formations m'ont permis de diriger des équipes, de diriger des groupes de filles à faire des activités communautaires sur la SRAJ, mais aussi au-delà de la santé de la reproduction, parce que je le dis tantôt, nos vies ne sont pas seulement limitées à la santé de la reproduction. Nous avons d'autres préoccupations dans la communauté dont nous, les filles, nous devons participer. Alors, j'ai participé à des instants de décision dans mon quartier et c'est grâce à ce leadership que j'ai eu à travers le CCA que j'arrive maintenant à avoir un accès très facile aux instants de décision dans mon quartier, voilà, à Kolda, mais aussi au niveau national, comme aujourd'hui, c'est une fierté de venir représenter les clubs de jeunes filles. Et au-delà de ça, le club de jeunes filles m'a permis aujourd'hui, comme le disait tantôt tonton Babacar, que j'ai précocement intégré le monde professionnel parce que j'ai eu à travailler avec RAES, le réseau africain pour l'éducation et la santé, et aussi j'ai travaillé avec Mobiciné, ceux-là qui faisaient des activités communautaires dans les villages et quartiers, mais aussi aujourd'hui, actuellement, je suis animatrice dans la Bibliothèque sans frontières à l'UVS de Kolda. Mais ce qui m'a beaucoup marqué dans tout cela est que à travers ces formations, à travers ce leadership que j'ai eu à travers le club de jeunes filles, je suis parvenue à convaincre ma grand-mère qui m'a excisé et a excisé ma petite sœur de changer ou bien d'abandonner cette pratique. C'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère et avec l'approche ne pas nuire, j'ai pu discuter avec elle plusieurs fois, mais au début, j'avoue que ce n'était pas facile, mais au fur et à mesure, elle a fini par comprendre que c'est une pratique qui a des dangers, qui a des conséquences néfastes sur la vie de la fille. Alors, elle a fini par comprendre que ce n'est ni une obligation dans nos cultures, dans nos religions. Donc, elle a jugé nécessaire d'abandonner. Et nous avons même fait une vidéo sur cela. Elle a témoigné et elle a avoué devant tout le monde qu'elle a arrêté même cette pratique parce que je la suis très bien, très bien. Alors, je pense que ce sont ces changements que j'ai eus depuis que j'ai adhéré les clubs de jeunes filles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hawa. Merci. Vraiment, bravo et toutes nos félicitations pour cet engagement envers les jeunes filles, envers ta communauté. Et nous allons revenir parce que certainement, il y a des questions qui vont être adressées aux autres membres des deux panels. Donc, nous ouvrons le débat. Mais avant cela, j'aimerais juste passer la parole à l'imam Moussefal qui va s'exprimer justement au nom des religieux. Bonjour à tout le monde. Je crois que je vais être bref dans mes propos. Juste remercier tout le monde et remercier les panélistes pour la qualité de leurs interventions et les organisateurs de cette rencontre. Dire qu'au Sénégal, on a une configuration particulière. Dès lors qu'on parle de changement de comportement, c'est important de parler de la croyance des gens. Les gens sont fortement ancrés dans leurs convictions religieuses. On est à 95% de musulmans. Et si toutefois il y a un message qui ne colle pas avec tous ces projets, déjà préférés par des pseudo-religieux, comme j'ai l'habitude de le dire, qui occupent les médias, qui sont dans les podiums, dans les mosquées, qui prodiguent des conseils aux populations fortement ancrées dans leurs convictions religieuses, si toutefois cette junte ou bien cette catégorie de la société ne diffuse pas ou bien ne livre pas le bon message, force est de reconnaître que l'échec sera synonyme de tout ce que nous allons faire ici. Raison pour laquelle il faut avoir une meilleure stratégie d'implication des leaders religieux, mais pas tous les leaders religieux, faire en sorte que ce groupe de leaders religieux, bien de pseudo-religieux foncièrement contre ces points liés au progrès et au changement de comportement, faire en sorte qu'ils rejoignent l'autre catégorie de leaders religieux, ouverts d'esprit, open mind, qui comprennent réellement ce qui se passe, parce qu'il ne faut pas dissocier
le développement à l'islam, bien à la religion. Il faut rappeler que l'islam a été salvateur, si on peut emprunter ce terme, lorsqu'il a trouvé la femme dans des situations assez compliquées. La femme faisait l'objet d'héritage, elle faisait objet de sacrifice, la répudiation n'était pas organisée en islam. Avant l'islam, la fille était sacrifiée dès sa naissance, où elle était élevée dans la honte, et des versets sont venus pour rectifier toutes ces disparités. Et je crois que c'est présent dans le Saint-Coran, et il est important de rappeler cela. Rappelez aussi qu'il y a eu peut-être cette déformation d'hommes qui ont été dans les écoles religieuses, qui ont étudié, qui sont revenus, qui ont interprété à la place des femmes. Donc des femmes qui ont subi des interprétations préparées par des hommes qui étaient plus ou moins phallocrates. Et ces interprétations-là, nous les avons héritées jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour cette raison, certains religieux vous diront que la femme ne doit pas être instruite, elle doit rester à la maison, elle ne doit pas occuper une activité génératrice de revenus. La femme doit répondre aux exigences de son mari, quelle que soit la lourdeur de ces exigences-là. Et pourtant, il y a des réponses et des exemples qui peuvent être tirés de la vie du prophète de l'islam, mais également du Saint-Coran, quand on sait que Khadija, qui était la première épouse du prophète, était chef d'entreprise, quand on sait qu'Aïcha était recteur d'université, le prophète disait d'elle, Khudhu nisfa dinikum min hadhihi al-humayra. Vous les hommes qui voulez comprendre l'islam, allez puiser votre connaissance à partir de cette jeune dame de teint rouge qui s'appelle Aïcha. C'était elle qui corrigeait les différentes sentences ou bien les recherches que faisaient les hommes sur l'islam. Il faut rappeler aussi que Salama était une influenceuse, elle donnait des éléments de réponse par rapport à la politique que menait le prophète. Rappelez que la révolution la plus grande qui a eu lieu après la disparition du prophète de l'islam a été menée par Sayyidatuna Aïcha avec la complicité de Muawiyah, de la bataille de Siffin qui a été à l'origine de toutes ces interprétations des hadiths. Rappelez aussi que Sayyidatuna Fatima, qui était la fille du prophète, a été désignée comme héritière du prophète sur le plan spirituel. Le prophète l'a désignée pour dire que Fatima, vous êtes mon héritière spirituelle. Pour cette raison, tous les érudits nés après des siècles sont affiliés à Fatima. Abdul Qadir Jilani, Cheikh Ahmed Tijani, tous ces érudits-là, on les appelle Shurafa parce qu'ils sont affiliés à vraiment la progéniture de Fatima. Tant d'exemples qu'on pourra vraiment étaler et vraiment on est là pour vous appuyer avec d'autres religieux plus compétents que moi dans ce domaine qui peuvent vraiment mettre leurs mains dans le travail et avec la collaboration qui est déjà existante, qui demande juste à être vraiment renforcée pour qu'on aille de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Imam. Toujours un plaisir de vous écouter, apporter ces éclairages sur le statut de la femme en islam. Alors, Djali Badiane Diarra, je pensais que les influenceurs, c'était quelque chose de nouveau. Je viens de découvrir que ça existait au 7e siècle déjà. Merci, cher Imam, de nous apporter cette précision. Alors, on va faire un retour dans le temps. Nous sommes le 20 novembre 1989, il y a presque 32 ans, jour pour jour. Et on a vu sur nos télés une frêle jeune fille qui nous arrivait de Kolda avec de jolies tresses, accompagnée de Madame Elisabeth Diouf, la première dame de l'époque, et qui a porté la voix des enfants du Sénégal aux Nations Unies lors de la signature de cette célèbre convention sur les droits. Je vous demande de l'accueillir. Honorable député Aminata Diallo, qui justement est la preuve vivante de ce que ces jeunes filles décidées ont fait à Kolda. Elle fait partie de ces pionnières qui ont fait bouger les choses dans cette région. Honorable. Merci. Merci, Oumi. Madame la directrice générale de UNIFEM, Madame Dem, Dev, comme nous l'appelons, cette grande maman de toutes ces filles ici au Sénégal, notre maman à nous toutes, voilà, qui représente ici Madame le ministre de la Femme, Madame la directrice du PPJ, Monsieur Boubacar Sy, que je connais déjà, et on s'est déjà rencontrés aussi au PPJ du temps d'Alassane Diallo. J'avais promis de revenir, mais je reviendrai, Madame Koura Diouf. Chers invités, honorables, et je suis très fière de voir Mademoiselle Diassi ici assise. Voilà, c'est une petite sœur. Moi aussi, je viens de Kolda, Diassi. Je parle toujours mandingue avec plaisir. Je parle toujours Peul, toutes couleurs, Peul Fouta, avec un grand plaisir pour montrer que moi je viens d'une région très très belle, culturellement
sur le plan agricole et tout. Et je souhaite rester ce modèle pour ces filles. Et je crois que depuis 1990, je suis à Dakar, j'ai fait Mariamaba, j'ai été parlementaire enfant. Le premier parlement des enfants, c'était nous. J'ai été parlementaire adulte. Et je fais le pari de continuer le combat jusqu'à la présidence de la République. Et c'est possible. Et aujourd'hui, j'accompagne une candidate femme parce que j'y crois. Je suis dans un parti politique, mais au-delà de ça, je suis une femme. Et c'est important que nous puissions être solidaires entre nous. Et c'est important que nous puissions reconnaître parmi nous les meilleurs et les accompagner. Et c'est en ça que je crois. Et cela, mademoiselle Diassi, il faut que nous continuions nous toutes. Il faut qu'à Kolda, qu'il y ait des Aminata Diallo, qu'il y ait des Fat Diassi, qu'il y ait tant d'autres, et qu'on continue le combat. Il ne faut pas s'arrêter. Moi aussi, j'ai été excisée. Et les gens sont choqués quand je le dis, mais moi, je le dis parce que je sais ce que j'ai vécu. Peut-être que ce que j'ai vécu, tu ne l'as pas vécu, parce que nous, quand on nous excisait en 1984-85, il y avait aussi la grand-mère et la case, où on mettait plusieurs filles, où vous vous réveillez à l'âge de 5 ans, à 5 heures du matin. Quand même, une enfant de 5 ans qui se réveille à 5 heures du matin pour nettoyer la maison, laver les bols, c'est inimaginable pour moi, pour ma fille qui a 5 ans. Ce n'est pas possible. Donc, c'est important que nous puissions continuer le message et dire qu'il faut que nos mamans continuent à abandonner l'excision, mais il faut mettre la pression. Parce que moi, à chaque fois que je voyais ma mère, parce que nos mamans maintenant se déplacent. Elles ne sont plus à Kolda pour l'excision, elles vont en Gambie pour dire qu'elles vont voir une maman, elles vont en Guinée-Bissau pour dire qu'elles vont voir une tante, alors qu'elles vont pour l'excision. Donc, veillons à tout cela, veillons à ce que nos grands-mères ne se déplacent plus pour aller en Gambie ou en Guinée-Bissau pour pratiquer l'excision. En tout cas, moi, ma mère, je commence avec elle. Je l'ai commencé en 93, je l'ai menacée avec Taïbou Baldé de l'amener à la gendarmerie et depuis lors, elle ne parle plus d'excision parce que chez nous à Kolda, pour nous, aller à la police, c'est déshonorant. Donc, continuons à mettre la pression sur ce volet. Parce que pour nous, qu'on nous convoque à la police ou à la gendarmerie, c'est très, très déshonorant. Donc, mettons la pression sur ce levier-là. Et je crois que mademoiselle Diassi, ça va marcher. Continuons à parler de la loi dans nos langues, en mandingue, en peul. Et le combat continue. D'autres Fat Diassi, l'année prochaine ici, pendant les 6 jours d'activisme. Et merci beaucoup, merci à tous. Honorable, merci beaucoup. Merci beaucoup. Son engagement ne s'est jamais démenti en plus de 30 ans. Je vous rappelle que si elle a été choisie à l'époque pour porter la voix des enfants du Sénégal aux Nations Unies, c'est parce qu'à l'époque, je pense qu'elle avait un peu moins de 10 ans, elle s'était engagée activement dans ce qu'on appelait le programme élargi de vaccination et dans tout le Sénégal, c'est elle qui avait parrainé le plus d'enfants et qui les amenait chaque semaine faire les vaccinations à son âge. Elle mérite encore des applaudissements. Merci beaucoup, Madame Aminata Diallo. Alors, chose promise, chose due, nous allons enchaîner avec justement les débats, mais nous allons commencer, comme nous sommes en virtuel, avec une question qui nous est arrivée sur les réseaux sociaux, une question de Khadim de Touba, et une question qui intéressera certainement l'imam Moussefal. Sa question, vu que les violences basées sur le genre sont un sujet tabou dans certaines localités du pays, est-ce qu'il n'est pas temps de mettre un programme qui impliquerait les chefs religieux afin de faciliter et d'éduquer pour un plaidoyer? Donc, la question est déjà lancée. Je laisse les panélistes qui vont réagir. En attendant, je vous signale juste que vous pouvez poser des questions sur les deux panels, donc le premier sur le Grand Mazop Project et sur le New Deal. Qui veut prendre la parole? Le sujet est tellement intéressant. Je pense qu'on a des questions. Monsieur le Président du réseau des journalistes en santé, population et développement, Alassane Cissé, va poser la première question. Merci beaucoup, mais bonjour à tout le monde. Moi, j'avais juste 2 préoccupations.
La première a été abordée par l'honorable député Diallo. C'est par rapport à l'harmonisation avec les pays frontaliers, que ce soit le Mali, la Guinée-Bissau, la Gambie. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça, au moins pour harmoniser, qu'on ne puisse plus amener les enfants dans les pays frontaliers pour faire l'excision là-bas? Donc, c'est la première préoccupation. La deuxième, c'est par rapport à Grandmother Project. C'est important, c'est un projet vraiment, moi, je viens de découvrir. Maintenant, j'aimerais bien savoir comment ils ont fait, notamment pour aborder les questions de sexualité. Si on sait qu'il y a un voile de pudeur qui entoure vraiment ces questions-là dans nos pays, et surtout si on doit en discuter avec une personne qui a une ascendance parentale, je voudrais bien savoir comment vous avez eu à faire par rapport à ça. Je termine par un plaidoyer. C'est important ce que j'ai vu. Donc, j'aimerais bien que vous initiiez une caravane de presse, mobiliser une trentaine de journalistes, aller retrouver vraiment Babacar sur le terrain et les autres membres du projet, au moins pour voir sur la réalité, comment ça s'opère, au moins avec des journalistes. Vous pourrez peut-être, ceux qui sont à Matam, ils pourront savoir ce qui se passe un peu dans le sud du Sénégal. Merci beaucoup. Oh, ok, donc je peux commencer à faire ma valise. Je vais faire partie de ce lot de journalistes. Alors, une deuxième question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole? OK. Les jeunes filles, alors présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est Ndejuma Varor, je suis étudiante en licence 2 à la faculté des sciences économiques et gestion à l'ICAD. Je suis membre du club des jeunes filles from Kolda to Dakar, aussi père éducatrice au niveau du centre conseil adolescent de Kolda. Ma question c'est comment est-ce que l'État, à travers le ministère de la Santé, compte intervenir concernant l'excision au berceau? Pour ceux qui n'ont pas très bien entendu, l'excision au berceau, hein, elle a dit, donc dès la naissance. Ouais. OK, une autre question au fond? Oui. Bonjour tout le monde, moi c'est Alimatou Sarr Badjanogor, parajuriste à Guédiawaye. Moi je voudrais vraiment revenir sur le cas des viols suivis de grossesse. Parce que je demande la confidentialité, des fois ça fait défaut. Parce que nous avons eu un cas tout récemment d'une jeune fille qui a été violée, suivie de grossesse, mais nous l'avons vraiment géré avec les différentes structures qui sont à Guédiawaye, l'AEMO, la Maison Rose, etc., etc. Mais à notre grande surprise, nous nous sommes retrouvés avec les vidéos de la jeune fille sur les réseaux sociaux. Et ça a vraiment levé un tollé, vraiment. On nous a taxé, on a cru quand même que c'est les Badjanogor qui l'ont fait. Donc, vraiment, je voudrais qu'on sensibilise aussi les presses en ligne pour protéger la jeune fille et ses parents. Vu que c'est une famille très démunie, les journalistes de presse en ligne sont venus là-bas. La maman a cru que peut-être qu'on allait lui donner quelque chose. C'est pour cela qu'elle s'est prêtée à ça. Elle a parlé, le père a parlé, la fille était là, à découvert, et ça a vraiment créé beaucoup de problèmes. Je voudrais demander qu'est-ce que le ministère de la Famille, le ministère de la Jeunesse peut faire pour vraiment aider ces petites filles qui sont victimes de viol. Merci. OK, on va prendre 5 questions. Donc là, on en a 3 et on donne la parole aux panélistes. Merci. Moi, c'est Néné Mariko, activiste féministe. Alors, la question s'adresse à Grandmother Project. Je pense que lors des présentations, ils nous ont montré des chiffres et des taux par rapport aux personnes qui pensent continuer ou qui pensent faire l'excision. Et sur la présentation, on a vu qu'il y avait 18% de personnes qui prévoient d'exciser leur fille. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'ils ont pensé à une stratégie vraiment pour toucher ces 18% de personnes qui pensent vraiment exciser leur fille dans le futur? Merci. Voilà, nous allons donner donc la parole aux panélistes, parce qu'on a 4 questions dans la salle, plus celle qui nous est arrivée sur les réseaux sociaux. Qui veut prendre la parole en premier? Voilà, merci beaucoup. Par rapport à la première question, c'est vrai qu'on n'avait pas en parlé, mais par rapport aux religieux, nous travaillons avec un groupe de religieux à Kolda, dirigé par Imam Zubairouba, avec qui nous utilisons pour l'ensemble des argumentaires que nous faisons. Parce qu'il y a des questions qui touchent un peu le domaine de la religion et et les intéressés doivent interpeller les personnes adéquates. C'est pourquoi nous travaillons avec ces réseaux-là. C'est Imam Sana, Imam Zubairou, avec qui nous travaillons tout le temps et qui participent à l'ensemble de nos activités. Parce que simplement, on comprend que l'aspect religieux est très important et qu'on est dans des zones où on a 2 zones de résistance, c'est Médina Gounass et
Medina Elage. Et quand nous utilisons ça nous permet de pouvoir au moins régler le problème. D'ailleurs, on a prévu même de faire de travail avec eux sur l'argumentaire religieux, sur l'excision au berceau. Parce que les gens aujourd'hui faisaient de l'excision un aspect culturel, un aspect religieux, un aspect culturel, mais ces deux niveaux-là ont quitté. Donc, on excise les filles parce qu'on a eu un témoignage d'une jeune fille. Lorsqu'on faisait une formation sur l'excision, avec le type 3, la fille nous a dit, moi, je pensais que je suis née comme ça. Une fille doit être comme moi. Et elle a passé tout son temps à pleurer. On l'a référé à l'ONG USU, qui continue à faire le travail pour qu'il y ait une réparation. Donc, par rapport à ça. L'autre question, c'était sur l'initiative transfrontalière. On a des cellules d'alerte et de veille. On a aujourd'hui 68 cellules d'alerte et de veille composées des membres du club de jeunes filles qui travaillent avec les CDPE, qui travaillent avec les Badjonogor dans l'ensemble des quartiers. Et on a eu à détecter 57 cas d'intentions d'excision qui ont été déclarés. Et lorsqu'on reçoit ces intentions d'excision, subitement la machine est mise en branle et des visites à domicile sont faites au niveau de ces familles. C'est des visites à domicile inopinées, mais des visites à domicile répétitives pour discuter avec sa famille, pour leur dire qu'on est au courant que vous devez, vous voulez et vous risquez. Et au fur et à mesure qu'on continue, la famille est alertée et c'est que le dispositif juridique est mis en place avec les bouts de droit et ça permet de réduire, mais aussi d'empêcher que ces familles-là migrent vers d'autres régions. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le travail qui est fait au niveau de la frontière, la transfrontalité des activités avec la Guinée-Bissau, avec la Gambie, qui ne perdent. C'est vrai qu'il y a des gens qui passent entre les mailles du filet, mais jusqu'à présent, c'est réduit parce qu'il y a un travail qui est fait sur place. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Madame Diouf, qui avait une petite précision à apporter. Je voudrais revenir sur l'implication des religieux dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Je rappelle que nous avons un cadre de concertation multisectoriel qui, au-delà des ministères concernés par les thématiques sur lesquelles nous travaillons, voit la participation des associations, des réseaux, tous les réseaux islam et population. Et dans toutes les activités que nous faisons, les Badjanougor, les religieux ont une place prépondérante parce que leur avis est très important, parce qu'on parle de normes sociales. Et donc, pour éviter d'enfreindre à certaines mythes, nous prenons toujours le soin d'avoir l'avis de ces religieux. Nous avons également des argumentaires qui sont préparés par les religieux et que nous utilisons dans les activités que nous menons au niveau de la communauté. Donc, il ne reste juste qu'à peut-être mettre davantage l'accent sur la collaboration qui doit exister entre les religieux et ce que nous faisons. Je pense que c'est une perspective qu'on peut signer avec cette activité. Et nous sommes preneurs, M. Alsan, avec la caravane de vulgarisation de l'initiative du New Deal. Je pense qu'on est en fin d'année. L'année 2022 sera prometteur pour engager vraiment de fond en comble le passage à l'échelle du New Deal et cette caravane sera la bienvenue. On va y travailler ensemble. Je vous remercie. Au nom de la direction de la santé de la mère et de l'enfant, et on ne peut pas parler un peu de la santé des adolescents jeunes sans l'implication du ministère de la Santé. C'est pour un peu toutes les bonnes choses que nous sommes en train de faire également par rapport aux adolescents jeunes. On vient d'une grande supervision dans les régions du Sud, où j'avais l'honneur d'être avec Madame la représentante de l'UNFPA, mais également avec l'ambassade du Canada. C'est pour un peu parler du caractère multisectoriel de ce que nous faisons. Nous saluons les CCA, les clubs des jeunes filles, mais également les espaces ados-jeunes qui existent au niveau des structures de santé. J'ai pris un peu la parole également pour féliciter et remercier les religieux et dire qu'avec les religieux, le grand cadre des religieux, nous sommes en train d'élaborer un argumentaire des religieux sur la santé des adolescents et jeunes. Et ça prend en charge l'ensemble de la problématique des adolescents et jeunes. Violence basée sur le genre, tout ce que le Coran dit, tout ce que la Bible dit, parce que ce cadre est un cadre, non seulement il y a les musulmans, mais c'est également l'Église catholique qui est dedans, et que nous avons fait 2 ateliers. Nous irons prochainement à la finalisation et à la validation de cet argumentaire, comme l'argumentaire que vous avez fait également pour la planification familiale, qui nous aiderait beaucoup à pouvoir discuter avec les leaders au niveau communautaire, parce que rien ne pourra se faire sans les religieux, parce que, ici l'a montré, les parents à 80 ou 90% écoutent les religieux avant de prendre des décisions. Donc, merci beaucoup à UNFPA, merci beaucoup aux partenaires, merci au ministère de la Jeunesse et au ministère de la Femme. Merci beaucoup. Un aspect qui n'a pas été peut-être discuté, je pense que c'est l'aspect, je pense que M. Sylla a un peu abordé par rapport à des alertes et autres, mais c'est l'aspect de dénonciation.
Je pense que quand on voit pour les MGF, depuis que la loi 1905 est là, nous n'avons pas beaucoup de dénonciations. Donc, je pense qu'il faut à ce titre encore mettre l'aspect sur la collaboration avec les Badjenogor. C'est ce qui s'est produit à Dakar, pour vous dire que maintenant, il ne transporte, ce n'est même plus maintenant entre pays et pays, mais c'est toujours au Sénégal, avec des exciseuses qui nous viennent des fois d'un autre pays de la sous-région. Et aussi dire que, Madame la représentante, c'était l'objet lors de la rencontre des ministres et des experts plutôt de la CEDEAO, de voir les pays qui ont déjà une loi, et ça a été initié par la ministre de la Guinée-Bissau, pour pouvoir avoir le triptyque Guinée-Bissau, Gambie et Sénégal, pour pouvoir faire cela. Donc, merci. Aussi insister sur la dénonciation et voir les moyens de pouvoir encore pousser les personnes à dénoncer et aussi dire peut-être à monsieur le journaliste qu'il y a aussi un aspect de la loi. Si l'acte a été fait plutôt par un personnel médical, je pense que la sanction est 3 fois plus lourde, allant même jusqu'à la perte peut-être de sa fonction. Donc, et on a vu dans certains pays que, comment dirais-je, l'excision au berceau se fait par des professionnels de la santé. Donc, merci beaucoup. Merci encore pour tout le monde. Merci beaucoup. L'UNICEF demande la parole. On va leur donner la parole pour quelques petites minutes. Je vais faire vite. J'ai été un peu poussé à prendre la parole, mais les collègues qui travaillent et vraiment en très bonne collaboration avec l'UNFPA dans le cadre du programme conjoint. On est vraiment ravis d'être avec vous sur la présentation de ces 2 expériences, d'autant plus que l'idée est vraiment de donner des idées à tout le monde sur ce qui peut être fait. Je ferai même le parallèle entre les 2 initiatives finalement, parce qu'au final, on a avec nous des 2 grands acteurs, actrices du changement, que sont les personnes, disons, des personnes comme les grands-mères et comme tous les notables. Je pense qu'il faut en faire de vrais acteurs de changement et je crois que l'approche qui nous a été présentée le prouve, c'est possible. Et évidemment les jeunes, parce que je crois qu'effectivement, on formule beaucoup de vœux pour un engagement massif de la part de la jeunesse sur ces changements-là, parce qu'il n'y a que comme ça une grande mobilisation nationale qui nous permettra de faire ce grand changement attendu par tous. Ce n'est pas moi qui attends ce changement, je pense que c'est l'ensemble des citoyens et des citoyennes, quand même, une très grande majorité veulent ce changement, donc c'est la manière de le faire. La difficulté, évidemment, c'est comment articuler les 2, comment mener un travail communautaire de qualité à une échelle qui, généralement, est réduite dans un premier temps, mais comment l'étendre et quelles sont les stratégies qui doivent être mises en œuvre pour pouvoir l'étendre le plus largement possible. Et effectivement, peut-être la jointure entre les 2 initiatives dans le cadre d'une campagne nationale qui vient d'être lancée. Vraiment, on a les 3 grands acteurs, l'État, les jeunes et peut-être tous les acteurs communautaires qui devraient fonctionner ensemble. En tout cas, on contribue et on espère continuer avec vous pour trouver ces stratégies-là. Et pour finir, parce que ma collègue ne veut pas qu'on finisse sans évoquer le travail qui est fait avec le ministère de la Santé pour l'intégration vraiment de la question des MGF, de la prévention, de l'identification dans les soins de santé primaire. Je pense que ça, c'est une question qui est en cours d'évolution. Je crois que ça, c'est un gros travail parce qu'effectivement, les acteurs de la santé doivent être vraiment, et en général, ils le sont. Ce sont vraiment ceux qui sont les premiers en face des réalités. Et donc, de pouvoir avoir aussi cette mobilisation-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gonzalez. Donc, nous allons passer la parole à la représentante de la FAO, Madame Diao. Merci beaucoup. Je vais prendre rapidement la parole pour vraiment témoigner à toute l'assistance, Madame la représentante résidente, Madame Dem, la passionnariat des personnes vulnérables, hommes, femmes et jeunes. Et pour d'abord vous envoyer les salutations du représentant résident, Dr Robert Gay, que je représente ici. Il va m'en vouloir si je ne prends pas la parole pour témoigner de la collaboration et vraiment de cette initiative conjointe
entre la FA et l'UNFPA par rapport aux activités que nous voudrions bien dérouler pour les prochains mois, toujours dans cette logique du Delivery House One, monsieur le représentant résident de l'UNICEF, unis dans l'action, avec vraiment cette harmonisation du système des Nations Unies qui veulent de plus en plus harmoniser leurs actions dans une synergie et dans la complémentarité. Et cette complémentarité, nous l'avons notée entre la FA et l'UNFPA, surtout dans ces 12 AGR qui existent dans l'axe sud, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et sud-est Tamba et Kédougou, où la FAO entend bien collaborer avec l'UNFPA pour les accompagner, surtout dans le souci de l'autonomisation des femmes dans tous ces secteurs de l'agriculture et de l'alimentation de façon globale, où sont impliquées beaucoup de femmes et de jeunes filles dans les actions de transformation des produits locaux, l'agroalimentaire et tout ceci pour impulser l'autonomisation des femmes. Je vous remercie vraiment pour cette initiative vraiment excellente. Merci. Merci beaucoup, Madame Diao. Alors, j'en profite pour saluer la présence parmi nous de la représentante de l'Association des femmes juristes du Sénégal, du docteur Binta Sen du ministère de la Santé et du réseau des jeunes filles pour l'abandon des mutilations génitales féminines, de MSI aussi, et de l'amicale des anciennes de l'école Mariamaba de Doré. Bon, on a une digne représentante ici, honorable députée. De tout cela, sur les réseaux sociaux, ils vont nous donner le Twitter poll, par exemple, et vous dire combien ce qu'on a dit ici intéressait les gens à travers le monde. Alors, merci beaucoup, Oumi. Encore une fois, adresser mes félicitations à UNFPA. Après, salutations faites à toute l'Assemblée. Alors, sur cette exposition digitale, donc j'ai un peu du mal avec l'ordinateur. Voilà. Alors, il y a eu vraiment un très grand intérêt par rapport aux internautes et qui le suivaient sur les réseaux sociaux. Alors, on a monitoré 2 hashtags principaux de l'événement, à savoir Grandmother Project, qui a eu quand même une exposition de 1 574 132 personnes sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et le RSS Feed. Donc, il y a presque 393 000 personnes qui se sont vraiment engagées avec les différentes publications qui se sont faites, et notamment sur Twitter. Donc, ça, c'était avec le Grandmother Project. Et maintenant, sur le hashtag New Deal, qui a eu vraiment un très grand rebond en date du 29 novembre. On a eu une exposition quand même de 2 112 271 personnes. Voilà. Et on a vraiment un engagement également plus situé sur Twitter de 621 550 personnes, d'où les principaux contributeurs, à savoir la plateforme Parole aux jeunes, Djali Badiane, Kan Bosso, Publicher, moi-même. Après, il y a eu UNFPA Sénégal, Aïcha Manga et Ndo Khadi. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bravo pour ce travail. Merci aux blogueurs Djali Badiane, Diara Boussokan et Cheikh Bambandao pour cet appui à plus d'exposition de ce travail que nous sommes en train de faire depuis le début de cet après-midi. Alors, vous savez, nous sommes en terre de la Teranga, donc on a prévu quelque chose pour une personne qui a une place particulière auprès des jeunes filles de Kolda qui ne sont pas venues les mains vides. Elles sont venues avec un cadeau symbolique, un pagne, pour ceux qui savent ce que le pagne représente dans la culture sénégalaise et dans beaucoup d'ethnies de ce pays. Alors, elles sont où, les jeunes filles de Kolda? Alors, il y a ce pagne pour la directrice, pour la coordonnatrice du PPJ. Alors, en attendant, juste vous annoncer qu'il y a une magnifique expo signée de l'artiste camerounais Akira que vous pouvez suivre, vous pouvez visiter en sortant, 12 toiles, donc des photos et des dessins. Les photos ont été réalisées avec le club des jeunes filles de Kolda, et une exposition virtuelle aussi accompagne cette exposition physique ici au Radisson. Fabrice. Yes, thank you so much for the wonderful and excellent moderation and for the discussion so far. So I want to highlight that Mr. Mamadou Koulibaly
has been answering some of the questions in the chat. Donc, M. Mamadou répondait déjà à certaines questions dans le chat pour prendre en compte la dimension temps également. Mais je veux juste souligner également qu'il y a cette question très importante qui a été soulignée quelque part et qui entre aussi dans le même cadre que celle de Alain Akchi, c'est ça? Dans le même cadre que la question de Alain Akpadji, désolé pour la prononciation. Et c'est cette question, Judy ou Mamadou, si vous nous entendez, de manière peut-être plus brève, comment est-ce qu'on arrive à aborder ces questions qui sont sensibles dans nos communautés, parlant de la pudeur, par les sexualités avec les grands-mères déjà dans ces communautés. Et comme on a su également l'entendre aujourd'hui, il y a de ces grands-mères, par exemple, qui ne pratiquent pas cela au pays, ils vont aller faire ça à l'étranger. Et il y a cette statistique également qui pose question, cher Mamadou, vous me recevez, c'est celle des 18%, comme on a vu, 18% par exemple des parents qui prévoient exciser leur fille dans le futur. Et ça, ce sont les villages où on a le développement holistique des filles. Mais par contre, dans les villages où il n'y en a pas, ce chiffre est très grand, 44%. C'est ça. Que faites-vous par rapport à ceci? OK, merci Fabrice et merci à tout le monde. Merci aux organisateurs UNFPA, vraiment, notamment pour cette belle initiative. Je remercie tous les partenaires. Donc, venant à la question, je pense que pour cette dernière question, c'est vraiment une évaluation qui a été faite et nous continuons à travailler dans pour dire à celle qui a posé la question, nous continuons à travailler dans cette zone-là pour toujours, vous savez, c'est une norme sociale ancrée dans les valeurs et ce n'est pas évident, le changement n'est pas automatique, il faut tout un processus. Nous sommes en train de continuer à travailler véritablement faire réfléchir les gens pour que les communautés arrivent véritablement à abandonner totalement cette pratique dans leur communauté. Donc, je pense que c'est un processus long et ça prend du temps. Nous sommes en train de travailler. Maintenant, dans les communautés où il n'y a pas de DHF, nous n'avons pas encore intervenu dans ces communautés-là, mais pour ce qui est des 18%, nous sommes en train de travailler pour encourager en tout cas l'abandon de cette pratique-là dans ces communautés. Maintenant, venant au niveau de la question liée aux questions taboues, je pense que tout ce qui le travail dans les communautés, pour nous en tout cas, est basé sur le respect et les relations. Le respect, les relations de confiance que nous entretenons avec les communautés. C'est très important pour collaborer avec les communautés. Pour travailler avec les communautés, nous, en tout cas, nous pensons qu'il faut développer en tout cas cette relation de confiance, cette relation basée sur le respect, ancrée sur les valeurs et traditions culturelles. Alors, nous savons que les grands-mères, ça, ce n'est pas des questions, pour elles, ce n'est pas un problème de discuter des questions de sexualité avec les filles, avec les petites filles. Ça, ce n'est pas un problème. Nous ne faisons qu'éclore, en tout cas, de renforcer seulement vraiment leur connaissance, d'améliorer en fait les connaissances de ces grands-mères-là pour qu'elles puissent continuer à protéger davantage avec évidemment les connaissances empiriques qu'elles ont, mais également avec les nouvelles idées ou en tout cas les connaissances que nous apportons et c'est combiné à ces deux connaissances-là qu'elles utilisent pour davantage accompagner les filles. Donc la question, en tout cas, ça se passe dans toutes les rencontres de femmes, il n'y a vraiment pas de... Nous invitons les gens à venir visiter les activités, parce que même au cours des rencontres avec les leaders religieux, les questions sont ouvertes parce que c'est basé sur le respect. Ça ne heurte pas parce qu'en fait, nous partons de ce que les gens connaissent et de comment les gens abordent avec des outils qui permettent aux gens de réfléchir, qui ne heurtent pas, mais plutôt qui suscitent le dialogue. Pas vraiment des messages, pas aussi, encore une fois, des choses qui montrent aux gens, voilà ce que vous deviez faire, mais plutôt faire réfléchir les gens. Voilà comment nous abordons ça. Et véritablement, il n'y a pas de problème à aborder ces questions dans les communautés. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres, parce que nous sommes frappés par le temps. Oui, exactement, exactement. En tout cas, merci beaucoup. Et j'ai partagé également dans la fonction chat le lien où on peut trouver certaines informations.
Cela sera partagé, bien évidemment, à ceux qui sont également à Dakar. Et je note également certaines réponses qui ont été mises dans la section chat. Et voilà, je pense que pour cela, nous allons repasser le micro à Dakar. Mais avant cela, peut-être demander si Judy a un petit mot très rapidement pour... En tout cas, merci beaucoup. Thank you to Judy. Thank you for making it. Fabrice, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de travailler avec vous. Merci à ceux qui étaient avec nous dans les régions. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et puis, avant de vous quitter, une autre expression de notre teranga légendaire. Madame Diouf a quelque chose pour Madame Compaoré Zungrana, la représentante résidente de l'UNFPA à Dakar. Je voudrais remercier très sincèrement les jeunes filles leaders de Kolda, toutes les jeunes filles leaders. Je vous suis reconnaissante pour cette marque d'attention à mon endroit. Vous n'êtes pas, au-delà de vos casquettes d'actrices communautaires, je vous vois comme les jeunes filles, comme les sœurs que j'ai chez moi. C'est avec cet œil que je vous regarde. Soyez vraiment remerciés pour cet acte que vous venez de faire. Et comme le dit la teranga sénégalaise, si aujourd'hui le ministère de la Jeunesse est parvenu à présenter cette initiative, c'est parce que nous avons une UNFPA qui nous appuie considérablement. Je voudrais, au nom de Madame le ministre de la Jeunesse, remercier très sincèrement Madame la représentante présidente, Madame Cécile Compaoré Zungrana, pour l'appui constant au ministère de la Jeunesse à travers le PPJ. C'est la REP, mais par moments, c'est la coordonnatrice nationale du PPJ, tellement qu'elle est passionnée par les clubs de jeunes filles. Et à chaque fois que nous sommes ensemble en mission, tous les jours, il nous se passe un moment où on crée une réunion pour parler de la mise en œuvre du passage à l'échelle de ce modèle. Vraiment, Madame la REP, je tenais à vous remercier pour cette marque d'attention également que vous portez au ministère de la Jeunesse, au PPJ en particulier. Donc, je vous fais cadeau de ce panne. Babacar nous dira toute la symbolique qu'il y a autour de ça. Vraiment, merci. Voilà, donc un pagne pour Madame la coordonnatrice et un pagne pour Madame la représentante résidente, des pagnes qui nous viennent de Kolda. En tout cas, merci beaucoup pour cette marque d'attention. Merci à vous tous d'avoir pris part à cette discussion. Merci à l'État du Sénégal, au projet PPG, Grandmother Project, au gouvernement du Canada, aux représentants du système des Nations Unies, et puis merci à l'UNFPA d'avoir rendu tout cela possible. Merci Madame la directrice et Hawa Babacar, au plaisir de vous retrouver pour continuer cette discussion. Nous allons nous diriger vers le restaurant. Les panélistes, vous êtes attendus par la presse pour une série de questions-réponses, de petites interviews, pour continuer justement à faire la promotion de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Alors, suivez nos gentilles dames du l'UNFPA qui vont vous guider.